J'invite professeur Luc Thomas pour débattre le sujet qui concerne les lésions pigmentaires topographiques. Quand et où faut-il biopsier? Merci Luc. Merci beaucoup. Alors je suis désolé, c'est encore moi. Juste pour vous donner des nouvelles de la ville de Lyon, surtout à vous, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, où nous exercions avant, devient un grand hôtel pour luxe. Donc si jamais vous venez séjourner à Lyon dans quelques années, vous aurez peut-être votre chambre ici, dans le Grand Dôme, ou là où se trouvait le service de dermatologie. Mais malheureusement, nous avons quitté le centre-ville pour aller dans un endroit très moche, où il n'y a que des usines et des centres de pompes funèbres. Donc c'est pas très sympa. Alors l'objectif de ce cours est de vous parler d'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire la dermoscopie, et en fait, de manière plus vaste, les topographies spéciales. Tout ce que vous avez appris en dermoscopie, en particulier l'algorithme en 2 étapes, est quelque chose qui s'applique, mais pas partout. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, puisque c'est la question qui m'est posée, quand, comment, alors comment, ça c'est pas trop dur, et à quel endroit précisément doit-on biopsier? Alors, qu'est-ce que c'est que les lésions cutanées de topographie spéciale? Les lésions pigmentées de topographie spéciale, ça pourrait être ça. Si vous voulez aller mettre votre dermoscope là, je vous laisse faire, mais moi j'y vais pas. Hein. Alors, le problème, c'est que topographie spéciale, ça n'a pas le même sens pour chacun des acteurs. Et c'est pour ça que c'est important de replacer l'ensemble dans son contexte. Ça n'a pas le même sens pour le dermatologue qui travaille à l'œil nu ou quand il devient un peu plus âgé avec une loupe. Ça n'a pas le même sens pour le dermoscopiste. Ça n'a pas le même sens pour le chirurgien de la peau. Et enfin, ça n'a pas le même sens pour l'anatomopathologiste. Chacun d'entre nous, nous avons nos topographies spéciales. Et donc, pour pouvoir se parler entre nous, il faut bien qu'on comprenne de quoi on veut parler. Alors, je commence par l'examinateur à l'œil nu, c'est-à-dire chacun d'entre vous, parce qu'il est tout à fait normal de faire de la dermatologie à l'œil nu. Eh bien, d'abord, les topographies cachées. Vous savez qu'on appelle le mélanome du cuir chevelu le tueur invisible, parce qu'effectivement, comme il est dans un endroit où ça ne se voit pas, enfin moi ça commence à se voir un peu là, mais il y a des endroits où on peut pendant longtemps laisser passer un mélanome. Et donc examiner toute la peau est extrêmement important. Donc l'examen du cuir chevelu, ça fait l'objet d'un article, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais il faut vraiment regarder partout. On vous dit le mélanome c'est en peau exposée au soleil, voire en peau exposée au soleil de manière intermittente. Mais on voit des mélanomes dans des endroits qui ne voient jamais le soleil. Donc l'examen de toute la peau est très important. Et ça c'est un sujet qui est mal compris et mal géré, non seulement par nos confrères médecins généralistes ou médecins du travail, mais même malheureusement par les dermatologistes. Et c'est un problème. Voici un mélanome vulvaire. Si vous n'examinez pas, vous ne trouvez pas. Et en fait, les mélanomes vulvaires sont diagnostiqués tardivement parce qu'on les diagnostique au stade des hémorragies. En plus, ce ne sont pas des mélanomes qu'on voit particulièrement dans la population blanche à peau très claire. Ce sont des mélanomes qu'on voit également chez des sujets pigmentés. Donc ce sont des cas que vous pouvez volontiers observer chez vous, avec la même fréquence que chez nous. Un mélanome buccal. Si vous ne faites pas ouvrir la bouche, vous risquez de passer à côté et cet énorme mélanome buccal peut être complètement passé inaperçu. Donc il faut bien regarder partout. Il y a des endroits où on ne regarde pas aussi très souvent, où les malades ne regardent pas très souvent et où les docteurs ne regardent pas très souvent, notamment la plante des pieds. C'est la raison pour laquelle on voit des mélanomes plantaires géants. C'est pas normal. Ce patient est venu consulter parce que cette lésion devenait ulcérée. Mais son mélanome existe probablement depuis une trentaine d'années. Et on aurait pu faire le diagnostic plus précocement. Il y a des endroits où on ne regarde pas systématiquement, comme les espaces interorteils. Si vous écartez pas systématiquement les orteils, vous laissez passer ce mélanome, pourtant diagnosticable facilement avec l'examen dermoscopique. C'est 100% de bon diagnostic. Mais il suffit de regarder. Regardez cette lésion, elle a un patron parallèle des crêtes, c'est bien un mélanome,
Mais si on ne regarde pas entre les orteils, on risque de passer à côté. Il y a des endroits aussi où les malades ne s'auto-examinent pas. Parce qu'il faut savoir que nous autres dermatologues, on aime bien penser qu'on sauve les gens. Mais ce n'est pas toujours vrai. Vous savez que 80% des mélanomes chez l'homme sont repérés par leur femme. Et seulement 20% des mélanomes de la femme par leur mari. Ce qui prouve bien que c'est faux de dire que les hommes regardent tout le temps les femmes. Hein? Donc, vous voyez, dans le dos, par exemple, chez quelqu'un qui vit seul, eh bien, le diagnostic de mélanome ne va pas être fait. C'est une zone qui est peu fréquemment auto-examinée. Et donc, malheureusement, eh bien, la lésion va pouvoir évoluer de manière importante. Alors, il y a des barrières pour l'examen clinique systématique par les médecins généralistes. Un médecin généraliste a du mal à examiner toute la peau des patients. D'abord pour des raisons de temps, parce que ça prend du temps. Et deuxièmement pour des raisons de pudeur, parce que c'est parfois difficile de demander aux gens d'être déshabillés complètement pour un examen. Toutefois, il semble que c'est important pour ceux d'entre vous, et il y en a dans cette salle qui sont des enseignants, de bien penser quand vous enseignez la médecine générale, enfin la dermatologie en médecine générale, de dire qu'on tape les réflexes des deux côtés, on regarde les deux oreilles en ORL, on regarde les deux yeux en ophtalmo. Eh bien, pour la peau, on regarde toute la surface. Et c'est extrêmement important parce que si on le faisait, on éviterait des ennuis. Mais le vrai problème, c'est que même les dermatologistes ont des difficultés. Et là, ça pose un problème parce que c'est un problème d'éducation des patients. Il faut que les patients apprennent progressivement à comprendre que si on les examine tout nus, ce n'est pas simplement pour les embêter ou parce qu'on est des obsédés sexuels, mais certainement parce qu'on veut dépister des choses que l'on ne peut pas voir si on ne les déshabille pas. En Italie, à Naples, je suis souvent allé à Naples parce que j'ai un ami qui travaille là-bas, le professeur Argenziano, que vous connaissez certainement. Quand un malade vient à Naples en consultation, il dit « Au docteur, je voudrais que vous regardiez ça. Et puis alors après, celui-là, là, et puis enfin, celui-ci. » Mais si on ne regarde pas toute la peau, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que les malades n'y sont pas préparés. Et ça, c'est un vrai problème. Et on va voir tout à l'heure les conséquences. Il y a un deuxième problème, alors qui n'est peut-être pas un fléau au Maroc, mais qui est un fléau en France. Et il y a des jeunes parmi vous. Ceux qui d'entre vous se destinent à la médecine esthétique peuvent quitter la salle. Nous sommes des médecins, nous ne sommes pas des coiffeurs. Il est essentiel de s'intéresser à la vraie médecine. Et pour s'intéresser à la vraie médecine, il faut être bon. Si vous n'êtes pas bon, faites du botox. Mais si vous êtes bon, vous devez apprendre la dermatologie. D'accord ? Cette étude faite aux États-Unis montre que quand quelqu'un téléphone chez un dermatologue états-unien pour un névus qui change, c'est ça, une lésion pigmentée en train de changer, le temps d'attente est en moyenne 2 à 3 fois plus long que quand quelqu'un téléphone pour une injection de Botox. Ça pose vraiment un problème, d'accord ? Notre profession prend une image de marque catastrophique en Europe. J'espère que ce n'est pas le cas au Maroc, mais en Europe, c'est horrible. C'est horrible. Ça commence, eh bien, il faut écraser le ver dans l'œuf. Voilà, il faut demander la séparation des deux spécialités, les esthéticiennes d'un côté, les médecins de l'autre. Donc en conclusion, il faut examiner toute la peau. Vous savez qu'une des choses qui a limité la mortalité par accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est la mesure systématique de la pression artérielle. Moi, ma grand-mère, quand elle arrivait chez le docteur, elle arrivait comme ça. Comme ça, le médecin lui mettait tout de suite le brassard à tension et prenait la tension tout de suite. Et comme ça, eh bien, ma grand-mère a eu son dépistage d'hypertension artérielle très jeune et elle est morte à 93 ans sans avoir jamais fait d'accident vasculaire cérébral. Eh bien, l'examen de toute la peau, une fois par an par le médecin traitant, doit absolument être enseigné par nous autres enseignants en médecine générale. Une fois par an, un médecin traitant doit regarder toute la peau de tous les patients, tout nu. Alors il vaut mieux le faire en été, enfin chez vous il fait chaud tout le temps, mais chez nous en hiver il fait froid. Donc les gens, c'est des personnes âgées, c'est un peu comme les oignons, ils ont plusieurs couches, donc il vaut mieux se les déshabiller en été. Mais en pratique, un examen de toute la peau tout nu, une fois par an, est indispensable. En effet, on ne voit pas un ORL examiner qu'une seule oreille.
Donc pourquoi l'examen de la peau ne se ferait pas en entier? Les dermatologues doivent examiner toute la peau et le dermoscope est leur outil. Parce que savez-vous que quand on fait un examen de toute la peau, chez quelqu'un qui a plus de 60 ans et qui vient pour toute autre chose qu'un cancer, le risque de lui trouver un cancer de la peau dans une zone qu'on n'aurait pas examinée pour sa pathologie initiale est de 1 sur 30. Si par contre la personne vient pour un cancer de la peau, le risque d'en trouver un deuxième, et c'était un des cas qui était raconté tout à l'heure par Madame Ernissi, est de 1 sur 6 à 1 sur 7. Donc quand vous avez un patient qui vient pour un baso de la joue droite, si vous ne regardez pas le reste de la peau, chez un malade sur 7, vous laissez passer le mélanome de la fesse gauche. C'est un peu dommage car le baso vraisemblablement ne va pas tuer votre patient. Donc on peut continuer à faire la queue dans les stands d'exposition pharmaceutique pour recevoir son petit hochet doré, là, ou on peut suivre Bernard Ackermann quand il disait en 1988 que personne ne devrait mourir du mélanome, car le mélanome peut être diagnostiqué précocement chez la plupart des gens. Alors, c'est un cours de dermoscopie, donc je vais vous parler aussi de dermoscopie, rassurez-vous. Alors, on va d'abord solder la question principale. Quand est-ce qu'on doit faire une biopsie? C'est simple. L'avis d'un dermatologue normal, pas d'un injecteur de Botox, est rythmé par le tableau de Hans Hartung. Faire la différence entre le névus et le mélanome. Le matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites combien de mélanome je vais manquer aujourd'hui. Et le soir, quand vous allez vous coucher, vous vous dites combien de mélanome j'ai laissé passer aujourd'hui. Et normalement, ça doit vous empêcher de dormir assez tardivement dans la soirée. Le névus, le mélanome. Cas facile, mais ce n'est pas toujours aussi facile. Alors la question, quand est-ce que l'on doit faire une biopsie? C'est simple. C'est chaque fois que vous incluez le mélanome dans la liste de vos diagnostics différentiels et que le malade n'est pas éligible pour une surveillance digitale. Parce qu'on peut, dans certains cas, quand on a un doute, mais qu'on n'a pas une certitude, proposer une surveillance pour se donner une chance supplémentaire de ne pas faire une chirurgie qui serait gênante. Donc, la surveillance digitale, c'est un examen qui permet d'observer des modifications d'une lésion, et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant en cas de doute raisonnable. Toutefois, attention, on fait cette surveillance digitale pour cette raison. Cette lésion est un mélanome. Si vous pouviez lui tendre le micro, comme ça, en disant « Lésion, qu'est-ce que tu es ?» elle vous répondrait « Je suis un mélanome ». Sauf que la lésion ne parle pas. Donc en fait, elle va poursuivre son petit bonhomme de chemin de mélanome. Elle va changer un peu. Le malade ne voit rien. Vous non plus d'ailleurs, vous n'êtes pas capable de voir si vous voyez le malade à ce stade-là. Puis là non plus. Là, il se passe quelque chose, c'est qu'en utilisant votre dermoscope, vous allez être capable de reconnaître le mélanome. Et là, arrive le mélanome que même un professeur de dermatologie parisien est capable de reconnaître. Mais l'essentiel, parisien, je dis bien, l'essentiel, c'est d'être capable de faire la différence entre là et là. Et grâce au changement entre ici et là, vous êtes capable de faire le diagnostic de mélanome. Alors, quelles sont les indications de dermoscopie digitale? Les malades qui ont énormément de lésions. Ceux-là, ils sont à fort risque de mélanome, donc vous avez intérêt à les surveiller. Et deuxièmement, vous avez beaucoup de chances de vous tromper. Chez ce malade, le mélanome était là. Mais on a tout enregistré, on a tout suivi, et le mélanome était là. On avait un doute. Avec le temps, la lésion a changé, on l'a enlevé, c'était un mélanome. À un stade extrêmement précoce, 0,1 mm d'épaisseur, 99% de survie à 10 ans, donc on a joué notre rôle. Deuxième indication de dermoscopie digitale, les lésions pour lesquelles vous avez un doute raisonnable, mais pour lesquelles vous savez que la chirurgie va être une catastrophe. Ici, on est sur l'aréole mammaire, c'est clair que ce n'est pas très engageant sur le plan chirurgical. Ici, vous avez le visage, ce n'est pas très engageant non plus. Et puis, vous avez toute la série des anomalies génétiques. Tous ces malades qui ont une prédisposition au cancer, soit par mutation prédisposant au mélanome,
mutation de CDKN2A, de CDK4, de BAP1. Là, ces malades doivent être surveillés de manière très importante. Et puis chez vous, les patients atteints de xéroderma pigmentosum, comme on a vu tout à l'heure, la dermoscopie est tout à fait intéressante dans ce cas-là. Et la dermoscopie digitale permet d'épargner des exérèses inutiles à des gens qui ont déjà pas mal de soucis chirurgicaux. Mais attention, la surveillance ne s'applique pas à cette situation-là. Vous avez un doute. Cette lésion a un patron bicomposé, homogène, globulaire. Asymétrique, c'est vrai, mais elle n'emporte pas la conviction. Vous n'avez pas le droit de la surveiller. Pourquoi? Non plus. Il y a une deuxième lésion satellite là? Non, non, ça ne compte pas. Mais j'ai entendu la bonne réponse. Elle est en relief. Elle est en relief. Ça veut dire que si c'est un mélanome qui a déjà un index micrométrique significatif. Si vous surveillez, vous allez la voir évoluer et là, vous allez avoir un risque important de mortalité. Donc, attention, on ne surveille que les lésions plates. Jamais d'examen digital des lésions en relief. Donc, pour répondre à la question qui m'est posée, c'est simple. On fait une biopsie quand on inclut le mélanome dans son diagnostic différentiel et que la dermoscopie digitale ne peut rien pour nous, ne peut pas nous aider. Alors, le problème, c'est que Madame Ernissi a voulu compliquer les choses pour moi, c'est-à-dire me demander de vous parler que des localisations spéciales. Tout ce que vous avez appris jusque-là, donc, s'applique au reste de la peau. Notamment la réticulation, c'est dû à la jonction dermoépidermique qui est festonnée, qu'on voit partout, mais qu'on ne voit pas sur le visage, qu'on ne voit pas sur les ongles, pas sur les plantes, pas sur les paumes, pas sur les cicatrices et pas sur les muqueuses. Donc toutes ces exceptions-là nécessitent un apprentissage bien particulier et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc ces exceptions sont le visage, les paumes et les plantes, les ongles, les zones muqueuses et les cicatrices. Alors, dans ces cas-là, l'approche en deux étapes, pigmentaire, enfin mélanocytaire, non mélanocytaire, bénin, suspicieux et malin, ça ne marche pas, on ne peut pas l'utiliser. Alors commençons par la première exception, le visage. Voici le mélanome en 1901. C'est un moulage de Paris, vous voyez qu'ils n'étaient pas très bons déjà à l'époque, ils faisaient des diagnostics un peu tardifs. Voici un cas de l'année dernière, même de cette année. Vous voyez qu'on voit encore des patients qui sont diagnostiqués à un stade tardif. Là, le patient avait été envoyé en Doppler pour voir s'il ne faisait pas des phlébites superficielles. Si, je vous assure. Mais bon, le vrai mélanome d'aujourd'hui du visage, c'est ça. Vous ne le voyez même pas. Et pourtant, il est là. Vous avez des images annulaires granulaires, des signes d'envahissement folliculaire initiaux. C'est un mélanome in situ. C'est un mélanome chez un sujet jeune, 40 ans. C'est un mélanome à 100% curable. Et ça vous change les idées, parce que jusqu'à présent, le mélanome de Dubreuil, vous disiez, oh, c'est une maladie du vieillard. Ben non, en fait, on fait des diagnostics à 30, 40, 50. Donc, l'algorithme ne s'applique pas. Il faut apprendre d'autres choses. Et pourquoi faut-il apprendre d'autres choses? Tout simplement parce que l'anatomie est différente. L'anatomie est différente parce que le festonnement de la jonction dermoépidermique est pratiquement absent. La jonction dermoépidermique est relativement plate. Les appareils pilosébacés sont très développés, ce qui crée une réticulation différente, qu'on a appelée pendant un temps pseudo-réticulation ou fausse réticulation. Là encore, c'est complètement idiot. Comme disait notre maître, le professeur Moulin, est-ce que vous avez déjà vu un pseudo-cul-de-jatte? Ça n'existe pas. Eh bien, c'est bien une réticulation, mais là, une origine différente. L'élastose, qui est très précoce sur le visage, donc qui va entraîner un aplanissement de la jonction dermoépidermique. Et puis enfin, comme l'épiderme est très très fin sur le visage, on va voir mieux certaines autres structures. On va mieux voir les structures de régression, donc l'aspect en grain de poivre, et on va voir mieux la sémiologie vasculaire. Donc sur le visage, on raisonne différemment. Alors voilà pourquoi on raisonne différemment. Jonction dermoépidermique plate, donc pas de réticulation, énorme appareil pilosébacé, donc des trous qui sont beaucoup plus gros qu'ailleurs,
et qui donne cette fausse réticulation, ce qu'on appelle la fausse réticulation. Et puis un épithélium qui est très fin, ce qui permet de mieux voir les vaisseaux et de mieux voir les structures profondes, notamment les mélanophages, qui sont responsables des grains de poivre. Donc c'est tout simplement pour ça que le visage est différent. Et le visage est différent, et voici ce qu'on voit sur le visage. On voit mieux les vaisseaux, on voit des images en grains de poivre, on voit une espèce de réticulation qui est différente de celle qu'on observe ailleurs, dont les trous sont les appareils pilosébacés, et cette réticulation est plus arrondie qu'en nid d'abeille. On voit des structures d'envahissement folliculaire avec des cerclages folliculaires. Tout à l'heure, on m'a demandé d'en montrer, en voilà des caractéristiques. Donc toutes sortes de sémiologies qui sont différentes. Alors sur le visage, le diagnostic différentiel se pose surtout entre mélanome de Dubreuil et l'antigo actinique. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des basos, parce qu'il y en a forcément. Il y a bien entendu des névus, il y a aussi des kératoses séboriques, mais ça ne pose pas vraiment de problème. Donc les névus se reconnaissent à leur patron globulaire, parfois. Les structures folliculaires créent évidemment, les appareils pilosébacés créent des trous, mais ces trous ne sont pas finalement un obstacle important. Et entre les trous, on retrouve les globules, donc pas de difficulté. Pareil sur ce névus, vous avez des globules qu'on retrouve entre les trous des orifices pilosébacés, pas de difficulté. Le basocellulaire, je n'insiste pas puisque vous avez eu un cours sur le sujet, mais vous observez ces images un petit peu bizarres qu'on avait appelées en feuilles d'érable, en fait, qui sont des feuilles d'érable du côté de Tchernobyl, qui sont un peu irrégulières, des vaisseaux réguliers, etc. D'ailleurs, pour vous rappeler le basocellulaire, ce petit dessin avec des images de roue dentée, des images de feuilles d'érable, des nids ovoïdes gris bleutés, des structures en forme de roue dentée, et puis il n'y a pas de réticulation. Donc, ces problèmes existent, mais ce n'est pas les principaux. Le vrai problème, c'est ça. Et c'est le problème quotidien du dermatologiste, parce que les gens n'aiment pas avoir des taches sur le visage. Donc, ils aiment bien qu'on les en débarrasse. Vous aimez bien les brûler avec du froid, enfin les congeler, voire faire du laser ou des choses comme ça pour que les gens soient contents. Le problème, c'est que si on fait un traitement superficiel d'un mélanome de Dubreuil, on a un risque de récidive, ce qui n'est pas très grave, mais surtout on a un risque de créer ce qu'on appelle un mélanome desmoplastique, une récidive profonde qui va être plus difficile à diagnostiquer et qui va avoir un pronostic plus réservé. Donc la vraie difficulté, c'est ça. Alors quels sont les signes en faveur d'un mélanome? Ça a été rappelé tout à l'heure, mais on va les voir. Parfois des signes classiques, mais c'est relativement rare, et c'est surtout chez des sujets jeunes. La lésion apparaît plus foncée en dermoscopie. On voit des images de grains de poivre qui sont les mélanophages et des images vasculaires. Et puis surtout, on a cette signature du mélanome de Dubreuil sur le visage. Ce sont les structures qui signent l'invasion folliculaire. Et on va voir ça ensemble. Alors, les critères classiques existent. Voici un mélanome chez une femme de 25 ans. Vous avez ici un patron réticulaire atypique avec une réticulation fine, une réticulation épaisse, une réticulation claire foncée, grossière fine, et vous avez des pseudopodes irréguliers sur une partie seulement de la lésion. Vous avez suffisamment d'arguments pour faire le diagnostic de mélanome. On est sur le visage, mais les critères classiques s'appliquent. Mais comptez pas trop dessus, c'est pas fréquent. En fait, les autres critères sont plus intéressants. Le premier, c'est nous qui l'avons décrit, la lésion apparaît un petit peu plus claire, un peu plus foncée en dermoscopie qu'à l'examen clinique. On pensait que c'était un excellent signe, en fait, ce n'est pas vrai. Dans une étude statistique que nous avons réalisée récemment, on le trouve dans 25 à 30% des cas seulement, donc ce n'est pas si fréquent que ça. Mais quand c'est présent, c'est un bon signe. En fait, ce qu'on voit, c'est des couleurs qu'on ne voyait pas à l'œil nu, et ces couleurs appartiennent à une gamme plus foncée. En dermoscopie, c'est assez simple, on n'a que 6 couleurs. Le blanc, le rouge, le gris bleuté, le marron clair, le marron foncé et le noir. Si ici vous voyez du noir, moi je n'en vois pas. En revanche, en dermoscopie, vous le voyez. D'accord? Vous aviez le gris, mais vous n'avez pas le noir. Le noir, vous le voyez apparaître maintenant. Si on met les deux images l'une à côté de l'autre, on voit une teinte de couleur plus foncée que celle dont on disposait à l'œil nu. Et ça, c'est le facteur de grandissement que vous avez entre les deux. C'est un signe certes intéressant, mais malheureusement rare. Le second signe, c'est effectivement ces grains de poivre, où on les voyait d'ailleurs sur l'image précédente, c'est dû au mélanophage.
Alors pourquoi il y a des mélanophages? Rappelez-vous du lentigo malin, c'est une tumeur à évolution lente. Si c'est une tumeur à évolution lente, il y a une réaction de l'hôte. Et cette réaction de l'hôte, elle conduit à des mélanophages qui vont manger le pigment. Et donc cette présence d'une mélanophagie extrêmement active est vraiment une des signatures du mélanome de Du Broglie parce que c'est un mélanome à évolution lente. Ce n'est pas spécifique. Ça s'observe également dans les lésions traumatisées. Ça s'observe également dans les mélanomes SSM ailleurs sur la peau quand ils sont d'évolution lente. Mais c'est vraiment un facteur de régression et de remaniement de la tumeur par l'hôte. Vous avez les lymphocytes qui infiltrent la tumeur, vous avez des macrophages et des mélanophages. Et puis, les vaisseaux se voient un peu mieux. Les vaisseaux se voient un peu mieux parce que l'épiderme est plus fin. Donc vous voyez ces fameuses stries, ces structures rhomboïdes rouges dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure sur le cours sur les vaisseaux. Et surtout, cette image signature à mon avis, c'est-à-dire que le patron vasculaire est très différent à l'intérieur de la lésion versus à l'extérieur. Et ça, c'est un élément important. L'inflammation est un critère important dans le Du Broglie et c'est quelque chose auquel on prête peu attention en dermoscopie parce qu'on a l'habitude d'appuyer assez fort avec son appareil. Et quand on appuie assez fort, on ne voit pas ces images-là. On voit que le pigment. Donc il faut soit utiliser un appareil en polarisation non contact, soit éventuellement utiliser un gel pour ne pas... Mais bon, la vraie signature du mélanome de Du Broglie, c'est l'invasion folliculaire. Car vous savez certainement que le mélanome de Du Broglie atteint la jonction dermo-épidermique. On voit de temps en temps des mélanocytes atypiques, mais ces mélanocytes atypiques, on les retrouve assez profondément dans les structures annexielles, et singulièrement les follicules pilaires. Comme vous les voyez d'en haut, vue d'avion, vous avez une structure qui est arrondie. Et vous allez donc pouvoir voir la superposition optique des cellules pigmentées sur les gaines pilaires. Ça va donner des images rondes vues d'en haut. Et ces images rondes vont progressivement envahir les structures folliculaires pour donner des images très évocatrices. Je profite de cette image pour vous dire que quand on fait une congélation d'un mélanome de Du Broglie, on détruit seulement la partie superficielle. On ne détruit pas les cellules profondes. En conséquence, on peut avoir une recolonisation à partir des cellules profondes, toujours in situ, ce qui n'est pas très grave, mais on peut avoir également une colonisation du derme et entraîner ce qu'on appelle le mélanome desmoplastique. La majorité des mélanomes desmoplastiques sont en fait des mélanomes de Du Broglie qui n'ont pas été traités correctement initialement. Donc, finalement, quand on a un envahissement folliculaire, il va suivre un certain nombre d'étapes qu'on va voir les unes après les autres. Alors la première étape, les ouvertures folliculaires deviennent très finement cerclées, d'abord avec un cercle qui est incomplet, on dit que c'est la forme de la lettre C, puis un cercle complet, la lettre O, mais souvent cet envahissement est irrégulier, ça provoque des images qu'on dit en bague à chaton, vous voyez la bague et le chaton. Et puis parfois, quand ça devient beaucoup plus important, on a des envahissements cabossés, irréguliers comme vous voyez là. Et c'est ce qu'on voit sur ces images. Voici une lettre O, voici des images en bague à chaton qui sont caractéristiques, ici aussi. Et puis vous voyez qu'avec le temps, on va avoir un envahissement de plus en plus irrégulier, cabossé, des orifices pilosébacés, jusqu'à même les envahir totalement avec des images en cible, avec un rond et un point au milieu. Parallèlement à cet envahissement folliculaire, du fait du remaniement par les mélanophages, vont se produire un cerclage à distance des orifices qu'on appelle des images annulaires et granulaires. Ces images annulaires et granulaires, c'est en fait du papering qui va s'installer progressivement autour des structures folliculaires. Et ces images annulaires granulaires grises sont très évocatrices également du mélanome de Du Broglie. Elles ne sont pas dues à l'envahissement folliculaire, elles sont dues au remaniement inflammatoire de la tumeur. Quand ces structures annulaires granulaires deviennent plus marquées, on constate toujours les lettres O, les bagues à chaton, on voit se créer des structures en forme de losange. On appelle ça des structures rhomboïdes, mais pigmentées cette fois. Et ces structures rhomboïdes pigmentées correspondent à l'envahissement de la peau interfolliculaire par le mélanome. Il peut y avoir des structures rhomboïdes et de la granulation associée, bien sûr, les deux ne se contredisent pas, mais on peut avoir soit l'un, soit l'autre. Si on attend encore un peu,
ces structures losangiques vont devenir de plus en plus marquées, très épaisses, comme on le voit ici. Tellement épaisses qu'on voit au centre encore un peu le tube folliculaire. On voit le poil qui sort d'ailleurs. Il est complètement envahi. Parfois, on voit encore des images en bague à chaton, mais dans la majorité des cas, ce sont plus que des points noirs. Et autour, des gros losanges très épais, très grossiers, qui sont très facilement repérables. Si on attend encore un peu, l'envahissement de la peau périfolliculaire va envahir toutes les structures et on ne verra plus rien. Et c'est ce qu'on observe ici. Ici, les poils sortent de nulle part. Vous n'avez plus de structure folliculaire, l'ensemble a complètement disparu. Toutes les structures ont été colonisées par le mélanome. Et évidemment, cette évolution progressive s'observe en fonction de l'évolution du patient. Souvent, chez un même malade, on va observer des images à différents stades. Ici, vous avez des cerclages folliculaires, vous avez un obscurcissement complet de la structure folliculaire, vous avez très peu d'images annulaires granulaires, mais beaucoup d'images de cerclage folliculaire et d'images rhomboïdes. Donc là, vraiment, on a toutes les étapes de l'envahissement. Alors, c'était une lésion assez évidente cliniquement, mais en fait, vous devez désormais être capable de suspecter le mélanome du Breuil devant simplement cette partie-là de l'image. Ça suffit à envisager le diagnostic dès lors que vous avez ces images d'envahissement périfolliculaire. Même chose ici, envahissement périfolliculaire, de plus en plus marqué, image légèrement arrondie autour qui signe l'envahissement périfolliculaire. Même chose ici, de la périphérie vers le centre, cerclage, image rhomboïde, image de grains de poivre un peu grisâtre, les envahissements folliculaires sont de plus en plus marqués, les images rhomboïdes deviennent de plus en plus marquées, et au centre, on ne voit plus du tout la structure folliculaire, elle a complètement disparu. Oui ? J'y viens. Oui, parce qu'on me l'a demandé de traiter ça aussi, alors on va le faire. Hein. D'accord ? Alors là, c'est pas trop dur, ou biopsier, parce que vous biopsiez sur le plus moche. D'accord ? La vraie difficulté, c'est quand vous avez que ça. Mais on va y venir. Donc, pour vous rappeler les différentes structures, donc c'est en zone exposée au soleil. Vous avez des zones annulaires, granulaires, des images en C, des images en croissant. Les cheveux, on les voit sortir de nulle part. Et vous avez ces images rhomboïdes que vous observez. A l'inverse, en faveur d'un lentigo actinique, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, la lésion devient plus claire, on voit des zones pigmentées homogènes et on ne voit pas de structure d'invasion folliculaire. Alors, la lésion apparaît plus claire, vous voyez, entre ça et ça, vous ne voyez pas apparaître de teintes plus foncées. Vous avez du brun clair et du brun foncé, vous avez toujours du brun clair et du brun foncé, mais là, il n'y a pas de noir ni de gris qui apparaît. Deuxièmement, la pigmentation est assez homogène. Les follicules pileux ne sont pas vraiment un obstacle, puisque finalement, le lentigo actinique, c'est rien d'autre qu'une kératose séboïque plane. Donc en fait, les structures folliculaires ne vont pas particulièrement gêner l'existence de cette lésion. Donc vous avez des grands aplats de couleurs. Vous voyez que les cils, par exemple ici, sortent à travers la lésion sans particulièrement être cerclés par la pigmentation elle-même. Enfin, bien sûr, vous n'avez pas de structure d'invasion folliculaire. Alors il y a des pièges. Par exemple ici, vous avez des lésions qui restent assez à distance des orifices pilaires. Ça reste assez homogène. Ici, ce n'est pas des envahissements folliculaires, ce sont des comédons qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs sur la peau. Donc attention de ne pas vous laisser avoir. Alors maintenant, où et comment biopsier, ça c'est important. Alors, je vais vous montrer d'abord l'autre photo, c'est-à-dire ça, pour vous montrer que quand on utilise un dermoscope non contact, on peut glisser un stylo sous le dermoscope. Et donc ça vous permet de cibler précisément la zone qui vous paraît atypique. Alors maintenant, on va revenir sur ce cas-là. Cette patiente avait été vue par une collègue en ville qui avait déjà fait une biopsie. On voit la trace de la biopsie là. Et malheureusement, cette biopsie ne permettait pas de conclure. Quand on a très peu de lésions, on doit absolument s'attacher à biopsier dans la zone où les zones rhomboïdes sont présentes.
le cerclage folliculaire va donner une masse tumorale tellement faible qu'on ne va pas être capable de faire le diagnostic. Donc il faut cibler au maximum les zones rhomboïdes quand on en trouve. Quand on n'en trouve pas, il faut élargir la biopsie, parce que sinon on va avoir des difficultés, ou alors avoir recours à un appareil que vous n'avez probablement pas beaucoup vu fonctionner au Maroc, qui est le microscope confocal. Donc grâce au dermoscope non contact, vous placez elle est différente, et si vous êtes capable de cibler cette zone-là, vous allez on va dessiner par des points, c'est l'extérieur du point qui compte, les zones où on ne voit plus rien du tout. Alors attention, c'est la limite clinique, hein, ce n'est pas la limite chirurgicale. La limite chirurgicale reste à 1 cm, donc on rajoute 1 cm autour et on fait l'exérèse de la lésion. Deuxième exception, les paumes et les plantes. Les paumes et les plantes, l'anatomie est différente. Ça a été rappelé en tout début de cours aujourd'hui, mais c'est très important. En fait, il y a la ligne qu'on dit ligne de Wallace qui sépare la peau avec des poils de la peau glabre. Et donc cette ligne de Wallace, on l'a appelée comme ça à cause de M. Wallace, qui était un ami de Darwin, qui avait séparé la flore et la faune australasienne de la faune et la flore indo-européenne. Enfin, peu importe. Donc on l'a appelé comme ça par analogie. Cette ligne de Wallace donc va délimiter une peau qui est différente, et l'essentiel des travaux qui ont été faits sur les paumes et les plantes ont été faits par l'équipe de Tishiro Saïda de Fukuoka. Et Saïda en portugais ça veut dire sortie, donc c'est pour ça que j'ai pris une photo de sortie en portugais pour vous montrer la photo. Alors ce qui est très intéressant, c'est que sur les paumes et les plantes, à la jonction dermo-épidermique, on a deux crêtes différentes. On a la crête limitante, qui est là, et la crête limitante, elle se situe en face des sillons des dermatoglyphes. Empreinte digitale en langage de Sherlock Holmes. Donc les empreintes digitales, c'est les bosses, et les trous, c'est les sillons. Eh bien, la crête limitante est en face des sillons. Et la crête intermédiaire, elle est en face de la bosse. Et dans cette crête intermédiaire vient le conduit sudoral, excréto-sudoral. D'accord ? Donc, si on veut reconnaître ce qui est la crête du sillon, il suffit de rechercher ce conduit excréto-sudoral qui est toujours au sommet des crêtes. Et il se passe un truc rigolo, c'est que la majorité des proliférations néviques se situe au niveau de la crête limitante et très rarement au niveau de la crête profonde, intermédiaire. Donc en fait, la majorité des névus vont avoir une traduction sur le sillon des dermatoglyphes. À l'inverse, la majorité des mélanomes vont suivre le trajet du canal sudoral. C'est d'ailleurs le cas également des ecchymoses sous-cornées. Tout à l'heure, on nous a montré une photo d'ecchymose sous-cornée qui donne un patron parallèle des crêtes. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'hémorragie sous-cornée va suivre le canal excréto-sudoral et se placer exactement à cet endroit-là. Donc, si je résume, nous avons des crêtes, nous avons des sillons. Les crêtes sont larges et elles sont parcourues. On retrouve les orifices sudoraux dans leur centre. Cette traduction en termes de pigmentation est assez simple. Nous avons les crêtes qui sont larges avec des trous blancs, les sillons qui sont étroits et qui n'ont pas de trous blancs. Et ce qui est intéressant, c'est que les névus sont plutôt sur les sillons et les crêtes sont plutôt le siège des mélanomes. Donc finalement, le patron parallèle des crêtes, c'est le patron malin prédominant. Si on trouve un patron parallèle des crêtes, on doit systématiquement biopsier. Donc pour répondre à la question qui m'a été posée, quand biopsier? Chaque fois qu'on voit un patron parallèle des crêtes, c'est assez simple, puisque vous voyez, c'est vraiment le patron du mélanome. Ça a été montré également par une seconde étude qui n'est pas de Saïda, comme quoi on peut aussi faire de la dermoscopie ailleurs qu'au Japon. Et ce patron parallèle des crêtes, même dans une série européenne, est extrêmement représenté dans les mélanomes. En gros, le tableau se résume à ça. Lorsque ce qui est pigmenté et large, c'est un patron parallèle des crêtes, parfois on voit les canaux excréto-sudoraux, on les devine ici, ce sont ces petits traits blancs. Dans ce cas-là, c'est inquiétant, c'est un mélanome.
À l'inverse, lorsque ce qui est pigmenté est étroit, c'est ce qu'on appelle le patron parallèle des sillons. Dans ce cas-là, c'est plutôt bénin. Névus, mélanome. Second patron malin, et je voudrais faire une importante déclaration à ce sujet, un patron malin est suffisamment important pour nous inquiéter. En revanche, un patron bénin n'est pas suffisant pour nous rassurer. D'accord ? Donc, chaque fois qu'on voit un des deux patrons malins, on doit biopsier. Mais quand on voit un patron bénin, on doit quand même pas être rassuré. On doit s'assurer qu'il n'y a rien d'autre. D'accord ? Alors, le deuxième patron malin, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle la pigmentation irrégulière et diffuse. Celle-là ne respecte ni les crêtes ni les sillons. En fait, elle passe au-dessus de tout. C'est quelque chose qu'on voit également dans les séries européennes. Et voyez, c'est une pigmentation qui n'a absolument pas de localisation en fonction des crêtes et des sillons. Vous voyez qu'ici, on voit les orifices sudoraux. Donc, on suppose que les crêtes sont là, que les sillons donc, sont entre les deux. Mais vous voyez que la pigmentation, elle, ne respecte absolument pas ces deux structures. Ce patron-là est également un patron malin et il est suffisant pour nous inquiéter. Vous voyez que ce n'est pas le gros mélanome de tout à l'heure. Hein. On a désormais des diagnostics très précoces de mélanome acrolentigineux grâce à la dermoscopie. Alors, où et comment biopsier? Alors comment, bah, ça c'est pas dur, hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est pas important. Donc on va dire juste où. Alors, quand on a une lésion comme celle-là, même si ça c'est la signature du mélanome, est-ce qu'on va biopsier ici? Non, on ne va pas biopsier là. Est-ce qu'on va biopsier là? Non, c'est pourtant la signature. Là non plus. Là non plus. Alors peut-être que là on aura nos chances. Est-ce qu'on va biopsier là? Toujours pas. Non. Là? Toujours pas. Non, on va biopsier ici. Pourquoi on veut biopsier ici? Pour avoir l'index micrométrique le plus proche de la réalité au moment de l'évaluation préalable. Parce que c'est très rare de faire une exérèse d'emblée d'une lésion plantaire. Même si vous êtes sûr que c'est un mélanome, c'est difficile de proposer à un patient de lui enlever la moitié de la plante du pied sans avoir prouvé avant que c'est un cancer. Donc on fait une biopsie partielle. Cette biopsie partielle va modifier la structure histologique de la lésion. Donc vous avez intérêt à biopsier sur ce que vous pensez être le plus épais. Et c'est une erreur fréquemment faite. Fréquemment, on biopsie dans la zone qui paraît la moins épaisse. On se dit comme ça, on ne modifiera pas trop la pièce opératoire. C'est une erreur parce que, 1, vous n'avez pas une évaluation préopératoire efficace. 2, vous ne savez pas si vous pouvez faire une biopsie du ganglion sentinelle ou pas, puisque vous n'avez pas d'index micrométrique dans la zone épaisse. Et troisièmement, vous provoquez une inflammation dans la lésion qui va gêner l'interprétation ultérieure. Donc, biopsier dans la zone la plus significative. Mais on peut faire mieux. Grâce à la dermoscopie non contact, on peut avoir une idée des limites. Vous voyez, dans le cas de cette lésion, on ne sait pas très bien où ça s'arrête. Notamment ici, où est-ce que ça s'arrête? Pas très simple. Grâce à la dermoscopie, on peut voir des détails qu'on ne voit pas cliniquement. Ça permet d'avoir un traçage des limites. Et vous voyez que ces limites vont souvent au-delà de ce que l'on voyait cliniquement. Ensuite, on rajoute sa marge de 1 cm, et on opère, et on répare, et après les gens remarchent. Donc, les paumes et les plantes, c'est assez facile. Un patron bénin ne suffit pas à nous rassurer, un patron malin suffit à nous inquiéter. Les ongles, c'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet compliqué. Chaque fois que vous voyez une bande pigmentée inguale, vous êtes inquiet et vous avez raison. C'est un sujet difficile. Dans cette série importante de mélanomes acrolentigineux, on s'est rendu compte que le diagnostic était souvent trop tardif. Et ça, c'est l'image que vous avez appris du mélanome acrolentigineux. Et c'est triste parce que ce malade va mourir. Et il ne va pas mourir de la faute du malade, il va mourir de la faute des médecins. Il a déjà reçu 7 traitements antimycosiques. Or, les onychomycoses, comme chacun sait, ça n'existe pas. C'est une invention de l'industrie pharmaceutique. La plupart des onychopathies sont traumatiques. Elles sont dues aux chaussures. Si les gens ne mettaient pas de chaussures, il n'y aurait pas de vilains ongles. Eh bien, dans la majorité des cas,
les mélanomes acrolentigineux commencent par une bande pigmentée inguéale. Et c'est pas nouveau. Regardez. On vous a appris que c'était Hutchinson qui avait décrit le mélanome inguéal. Eh bien, c'est faux. J'ai découvert récemment que c'était un certain Boyer en 1834 dans la Gazette des hôpitaux de Paris. Comme quoi, à l'époque, il faisait encore un peu de médecine là-bas. Et voyez, au dire du malade, la tumeur, qui était une grosse tumeur, hein, du genre de celle qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, elle existait depuis 30 ans. Et il y a 30 ans, il y avait une petite ligne noire au-dessous de l'ongle du petit doigt. Vous voyez, on sait depuis 1834 que le mélanome acrolentigineux commence comme ça, avant d'aboutir à ça. C'est important à cause de ça, puisque évidemment, vous avez appris que le mélanome acrolentigineux est volontiers létal. C'est faux. À épaisseur égale, un mélanome acrolentigineux est aussi grave qu'un SSM, qui est aussi grave qu'un mélanome de Du Broglie, qui est aussi grave qu'un mélanome des muqueuses. C'est juste une question de diagnostic précoce. Donc il faut faire le diagnostic précoce, sinon vous avez des évolutions métastatiques. Mais c'est aussi important pour des raisons fonctionnelles, car quand vous avez un mélanome inguéal à un diagnostic précoce, mettons que ce soit sur le pouce droit d'un droitier, eh bien vous ne faites plus d'amputation. Vous faites une exérèse complète de l'appareil inguéal suivie d'une greffe. Et donc ce malade va pouvoir se servir de son doigt pour le reste de sa vie et ne mourra jamais. Donc c'est vraiment très important de faire des diagnostics précoces. Le problème, c'est ça, c'est que la mélanonichie longitudinale est un diagnostic difficile. Chaque fois que vous voyez ça, vous dites « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Parce que ça peut être un névus, ça peut être un mélanome, ça peut être une pigmentation ethnique, ça peut être une hémorragie sous-inguéale, ça peut être une lentiginose comme la maladie de Laugier, ça peut être une pigmentation d'origine médicamenteuse, ça peut être une onychomycose, ça existe quand même un peu, même si ce n'est pas fréquent, en tout cas moins que le disent les laboratoires à la télévision, ça peut être d'origine traumatique, notamment par frottement du deuxième orteil sur le premier. La plupart des onychomycoses, c'est ça. Hein. Là, c'est un petit névus qui était à côté. Je suis désolé, j'aurais dû choisir un meilleur exemple. Ça peut être une maladie de Boven. Ça peut être un onychomatricome. Donc vous avez plein de diagnostics différentiels difficiles et vous avez que 2 tumeurs malignes, le Boven et le mélanome. Donc vous êtes toujours embêté parce que si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe chez ce malade, vous devez lui faire ça. Et si lui, vous allez oublier son nom, lui, il n'oubliera jamais le vôtre. Donc, vous devez choisir les patients à qui vous allez faire ce genre de choses. Alors, en dermoscopie, on a des aides. D'abord, on va s'intéresser à la couleur du fond. La couleur du fond, elle peut être soit brune, soit grise jaunâtre. Si elle est brune, c'est qu'on a une hyperplasie mélanocytaire significative dans la matrice, donc ça veut dire qu'on a affaire soit à un névus, soit à un mélanome. Si elle est grise, c'est qu'on n'a pas une hyperplasie mélanocytaire, mais plutôt une sorte d'hypermélaninose, c'est-à-dire un peu trop de mélanine, mais sans augmentation du nombre de mélanocytes. La couleur n'a pas d'importance, la couleur traduit juste le phototype. Vous avez des mélanonichies foncées chez les sujets de phototype foncé, des mélanonichies claires chez les sujets de phototype clair. Mais ça et ça sont des névus. Simplement, le fond est brun, hyperplasie mélanocytaire. A l'inverse, lorsque le fond est gris ou jaunâtre, là, c'est qu'on n'a pas une hyperplasie mélanocytaire significative. On a une augmentation de la production de mélanine, mais sans augmentation du nombre de mélanocytes. C'est ce qu'on observe dans plein de conditions. Ça peut être gris, ça peut être un peu jaunâtre, mais ça n'est jamais brun. Par-dessus ça, vous avez des lignes longitudinales. Et ces lignes peuvent être régulières ou irrégulières. Si on a un fond brun et des lignes régulières, eh bien, à ce moment-là, c'est plutôt une lésion bénigne. C'est ce qu'on observe dans les névus. Alors attention, je suis bien d'accord avec le fait que ce n'est pas totalement régulier. Si vous voulez du vrai régulier, il faut aller voir Jean-Paul Gaultier.
ou les colonnes de Buren, voyez. Mais là, si vous voulez, c'est un phénomène biologique. Donc dans les phénomènes biologiques, il y a toujours un petit peu d'irrégularité. Le zèbre, par exemple, est un phénomène biologique assez irrégulier, mais vous le considérez quand même relativement régulier. Hein. Donc voilà, c'est un peu le même genre. Vous acceptez une certaine irrégularité. A l'inverse, lorsque les lignes longitudinales sont irrégulières, là, on a affaire à quelque chose de malin. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez des lignes qui sont irrégulières dans leur épaisseur, leur couleur, leur espacement et parfois même leur parallélisme. Mais c'est tardif. Quand vous avez des anomalies du parallélisme, c'est que vous avez quelque chose d'assez avancé. À un stade précoce, on ne voit pas d'anomalie du parallélisme. Alors, où et comment biopsier? Alors ça, c'est très important. Vous devez systématiquement biopsier la matrice inguéale. Jamais biopsier la peau périinguéale. Vous avez un fort risque de faux négatif. Donc, on doit toujours biopsier la matrice. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous ne savez pas où faire. D'accord? Vous devez oublier tout ce que vous avez appris sur la technique du double punch, avec un gros punch pour faire un trou à travers la tablette et un deuxième punch pour faire un trou en dessous. Ça marche jamais. Vous risquez de taper à côté. D'accord? La biopsie matricielle, lorsqu'on a une suspicion de mélanome, c'est une biopsie qui se fait sous contrôle de la vue. Vous devez avulser la tablette inguéale, soit complètement, soit latéralement, soit en proximalité, ça on s'en fout. Vous devez voir votre matrice qui est là et vous devez biopsier dans la zone la plus suspecte. D'accord? Les autres techniques ne sont pas destinées à faire de la cancérologie. Vous pouvez faire des biopsies du long, vous pouvez éventuellement faire des biopsies à l'aveugle si vous suspectez un lichen plan, un psoriasis, mais en pathologie tumorale de la matrice inguéale, ça doit toujours se faire sous contrôle de la vue. Et je voudrais ajouter un deuxième point, ça doit se faire par quelqu'un qui sait faire. Parce que les prélèvements sont de très petite taille, ils sont très délicats, il suffit de donner un coup de pince dessus et on ne peut plus rien voir. Et les anatomopathologistes ont envie de vous flinguer. Donc attention, c'est vraiment un prélèvement difficile. Si vous ne savez pas le faire, faites-le faire par quelqu'un qui sait bien faire. Vous pouvez même augmenter vos capacités diagnostiques en faisant de la dermoscopie péropératoire. Ça ne coûte pas bien cher. Au moment où vous avez soulevé la tablette inguéale, là c'est la technique qu'on dit de trappe d'or, vous avez la pigmentation de la matrice, c'est là que vous devez biopsier. Eh bien, si vous avez 5 minutes en plus, vous pouvez faire une dermoscopie. Et vous observerez un aspect dermoscopique assez intéressant avec des lignes qui peuvent être régulières ou irrégulières. Quand elles sont bien régulières comme ça, c'est qu'on a affaire à une lésion bénigne, en général un névus. A l'inverse, ça c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez que la dermoscopie péropératoire montre des lignes très irrégulières. Ça peut se faire ex vivo aussi, mais là c'est un peu trop tard, hein, une fois que vous avez fait le prélèvement. Bon. Voilà. C'est un mélanome. Mais regardez ce cas. C'est un cas qui n'est pas suspect cliniquement, qui n'est pas suspect dermoscopiquement. En fait, je l'ai biopsié parce qu'il m'était envoyé pour ça de très loin. Donc je lui ai dit, je ne vais pas le faire revenir, je l'ai biopsié. Et bien vous aviez en dermoscopie péropératoire un patron irrégulier avec des bandes plus épaisses, qu'on voit mieux en ex vivo. C'était un mélanome. D'accord? Donc vous voyez, on peut parfois, en dermoscopie péropératoire, suspecter quelque chose que l'on ne voyait pas cliniquement. Bon, maintenant on fait un peu plus, on met carrément le microscope confocal dedans, mais là ça fait un peu cher comme technique. Autre exception, les muqueuses. Les muqueuses jusqu'à présent n'étaient pas bons. En fait, en gros, l'indication de biopsie, c'était toute lésion unique doit être biopsiée et une lésion multiple peut ne pas l'être biopsiée. Mais on l'a biopsiée quand même parce qu'on était trop inquiets. Donc en pratique, on faisait beaucoup de biopsies dans les lésions muqueuses. Et puis, progressivement, sont sorties plusieurs études, celle-ci faite par l'IDS, une autre faite ailleurs. Bon, en gros, enfin deux autres même faites ailleurs. En gros, les critères sont les suivants. Quand vous avez l'association des couleurs bleues, grises et blanches, et qu'en plus vous avez des zones sans structure, c'est un critère extrêmement évocateur de mélanome. Donc vous voyez, des couleurs qu'on ne voit pas finalement très souvent ailleurs sur la peau, la couleur bleue, la couleur blanche et la couleur grise, et des zones sans structure, ça c'est un élément qui est évocateur de mélanome. Je dirais que dans le cas particulier, le diagnostic n'était pas très difficile, donc ce n'était pas la vraie question. Mais il y a des situations plus complexes, on va le voir. Pour la pathologie vulvaire en particulier, il y a eu deux travaux qui ont été faits, un travail italien et un travail lyonnais,
Et en gros, les algorithmes sont les suivants. Donc, on va voir qu'on retrouve les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure, mais la dépigmentation réticulaire blanchâtre et la présence d'un voile bleu-blanc sont un élément assez important. Donc finalement, les mêmes critères, le bleu, le blanc, le gris, et cette dépigmentation réticulaire, comme on voit par exemple sur cette lésion. Vous avez un aspect bleu-blanc et cette réticulation un peu blanchâtre qui crée une espèce de réseau inversé blanc. Ça, c'est un élément inquiétant, alors que cliniquement, la lésion n'est pas très suspecte. C'est un mélanome vulvaire. Dans notre équipe, on avait proposé un algorithme avec plusieurs critères, dont certains qui étaient des critères cliniques. La lésion est palpable, la lésion est unilatérale. Ça, c'était un élément. Et on pouvait avoir un certain nombre de points. Et au-delà de 4 points, on pouvait proposer une biopsie. Ici, une lésion donc unilatérale, très légèrement palpable, avec la couleur brun et blanche, et cette dépigmentation réticulaire, ça donnait un aspect qui était un petit peu plus inquiétant. Et cette lésion était également un mélanome de 0,3 mm, alors que cliniquement, vous voyez que le diagnostic ne paraissait pas très évident. L'examen systématique. Voilà. Alors, comment et où biopsier? C'est simple. Là, je vous dirais que pour l'instant, la dermoscopie n'a pas suffisamment, de mon point de vue, éclairci le sujet. Donc vous devez biopsier systématiquement en cas de doute. La surveillance digitale est peu intéressante. Par contre, très prometteur, la microscopie confocale in vivo, car là, on voit vraiment des images de niveau quasi histologique. Ça a 2 avantages, la microscopie confocale. Ça permet d'une part de cibler le diagnostic mieux, et puis deuxièmement, de guider la biopsie, de choisir l'endroit précisément où on va faire la biopsie. Exception encore, les cicatrices. À tel point qu'on a trouvé un nom pour désigner ce genre de choses. On appelle ça le pseudo-mélanome d'Ackermann. Parce que non seulement c'est difficile pour nous autres cliniciens, mais c'est également difficile pour les histologistes. En effet, quand vous voyez ça, forcément, vous appelez au secours. Mais c'est sur une cicatrice. Il y a un seul travail qui a été fait donc, sur le sujet, qui a été coordonné par Andreas Blum et qui a été fait sous l'égide de l'IDS. Et ce travail montre un certain nombre de résultats intéressants et, de mon point de vue, permet peut-être d'éviter l'exérèse systématique de toutes les résurgences pigmentaires. Alors, sont plutôt bénignes les résurgences pigmentaires qui sont au centre de la cicatrice. Vous voyez, la cicatrice est là, la résurgence se trouve plutôt au centre. Lorsque c'est radiaire, que c'est symétrique et que c'est central, c'est beaucoup moins inquiétant que lorsque c'est périphérique et irrégulier. Voici l'aspect dermoscopique. Oui. Quelle qu'elle soit. Ah si, souvent, après exérèse d'une lésion éventuellement mélanocytaire. Et même de lésions pour lesquelles on a un examen histologique qui nous répondait lésions bénignes. Autrefois, la règle, c'est quand vous avez une résurgence pigmentaire, vous faites systématiquement une exérèse. Et non seulement vous devez faire ça, mais en plus vous devez relire les lames histologiques de la première fois. Eh bien désormais, on a quelques éléments pour penser que ce n'est pas toujours nécessaire. Quand c'est symétrique, quand c'est radial, que c'est régulier, ça ne déborde pas sur le bord. Voici la cicatrice, voici la repigmentation, vous voyez qu'elle est au centre. En dermoscopie, elle est radiaire, bien symétrique, bien au centre. Eh bien ça, c'est le type de résurgence qui n'est pas inquiétant et qui pourrait, dans certains cas, ne pas conduire à une exérèse. Je dis pourrait, car il faut quand même rester prudent, c'est un seul article publié. Dernier cas, avec un aspect sur la cicatrice, symétrique, radiaire, transversal. Ça, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être considéré comme bénin. A l'inverse, les mélanomes récurrents, notamment quand il y a des cercles, mais ça, c'est pas très surprenant, notamment sur le visage, c'est l'aspect de mélanome de Dubreuil. Donc, quand vous avez la signature du mélanome de Dubreuil, c'est clair que vous devez penser à une récurrence. C'est évident. Lorsque l'ensemble est asymétrique par rapport à la cicatrice et que la récidive se produit en dehors de la cicatrice, surtout après une exérèse élargie. Vous avez fait une exérèse élargie et vous avez sur le bord une récurrence. Ça, c'est très évocateur d'une pathologie maligne.
lorsque le patron de croissance est discontinu. Vous avez eu ici une exérèse d'un mélanome inguéal et vous avez plusieurs taches en dermoscopie, alors avec un patron parallèle des crêtes en plus ici, mais plusieurs taches discontinues. Le patron discontinu de croissance est un élément très en faveur d'une récidive maligne. Mais bon, globalement, ça reste difficile. Et de mon point de vue, dans les cas difficiles, la reprise opératoire s'impose. Mais non seulement la reprise opératoire, mais également le réexamen histologique de la lésion initiale, la comparaison entre les deux, et éventuellement la remise en question du diagnostic initial de bénignité lorsqu'il avait été fait. C'est dans cette situation-là que la microscopie confocale est particulièrement intéressante. Je vous montre un cas clinique. Ici, c'est un mélanome de Dubreuil de petite taille. On pouvait le penser du fait de l'existence de ces structures annulaires, granulaires, périfolliculaires. Vous voyez ici un follicule pilaire vu d'avion. Vous avez des gros mélanocytes dendritiques. Ça, c'est l'image en microscopie confocale. Donc, vous avez une image quasiment histologique. Vous voyez les cellules dans les différentes couches de l'épithélium. Cette patiente a été opérée. Voici le résultat post-opératoire. On était assez satisfait du résultat. Toutefois, ici, en dehors de la cicatrice, donc la cicatrice est là, en dehors de la cicatrice, on a une zone douteuse. Ici, on ne sait pas bien ce qui se passe. Impossible de dire quoi que ce soit avec la dermoscopie. Le microscope confocal, lui, en revanche, vous remontre à nouveau des cellules malignes, à l'évidence, qui envahissent les structures pilosébacées. Vous voyez, à l'intérieur des poils, un envahissement cellulaire tout à fait comparable à ce qu'on observe en histologie. Donc ces images-là correspondent à ces cellules-là. C'était bien une récidive et la microscopie confocale est particulièrement intéressante dans cette situation. Donc les conclusions pour la dermoscopie, il y a des exceptions et c'est vrai que ça rend l'approche dermoscopique difficile. Difficile parce que, justement, on ne sait pas bien comment on pourrait systématiser tout ça. Alors on peut soit apprendre dans les livres, soit éventuellement, comme le propose le professeur Kittler, réformer l'apprentissage de la dermoscopie et supprimer l'approche en 2 étapes avec des critères qui s'appliqueraient à toute la peau. Mais bon, pour l'instant, cette méthode n'est utilisée que dans 2 endroits, à Vienne d'une part et à Brisbane d'autre part. Il y aura peut-être un peu plus de travail à faire pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine. Mais les exceptions ne sont pas seulement pour le dermoscopiste et le clinicien, il y a des exceptions pour le chirurgien. Quand on opère des malades, on a des questions qui se posent. On a des problèmes esthétiques d'abord. On n'a pas forcément envie de défigurer les gens. On apprend par cœur des lignes de faible tension. En fait, en pratique, ces dessins ne servent à rien. Ce qu'il faut, c'est faire des trous et voir dans quel sens ça referme. Et c'est dans le sens où ça referme qu'on ferme. C'est assez simple comme ça. D'accord ? Mais il y a aussi des règles anatomiques. Alors, il y a les vaisseaux, on s'en fout des vaisseaux. Hein. Comme disait le professeur Pex, il n'y a que l'aorte qui saigne vraiment et encore, ça ne dure pas longtemps. Ben, c'est vrai. Ça ne dure pas longtemps. En fait, le vrai problème, c'est les nerfs. Parce que quand vous coupez un nerf, il ne repousse pas. Donc, vous avez des zones que vous avez apprises qui sont extrêmement dangereuses. Et c'est vrai que, dans certains cas, on est conduit à ne pas souhaiter faire une intervention du fait de la zone de danger qui est présente. Vous les connaissez par cœur, j'insiste pas. Il y a aussi les kéloïdes. Les cicatrices kéloïdes, c'est un vrai problème. Il y a des sujets à plus fort risque, notamment les sujets à peau foncée, mais il y a également des topographies à plus fort risque. Et notamment la région deltoïdienne est une région particulièrement cruelle. La région également du madubrium sternal est extrêmement cruelle aussi. Donc vous allez hésiter à faire des chirurgies dans ces endroits pour éviter les kéloïdes. Alors, je vous rassure, ce n'est pas de la dermatologie chirurgicale, hein, c'est une valve cardiaque, mais bon, malgré tout, c'est quand même un peu embêtant. Ici, c'est de la dermatologie chirurgicale, c'est une jeune fille, vous voyez, c'est un névus du décolleté qui ressemble à celui-là, qui a été enlevé pour des raisons esthétiques, mais que le résultat est non seulement moche, mais en plus, elle a une résurgence pigmentaire. Donc, double peine. Il y a aussi des conditions cutanées qui ne sont pas excellentes. C'est ce qu'on appelle la dermatoporose. Les gens ont la peau fragile
si vous faites une exérèse dans cette situation-là, vous allez avoir une difficulté. Vous reconnaissez le purpura de Batman et les pseudo-cicatrices stellaires de Colomb, décrites par Daniel Colomb. Vous avez connu? Eh oui. Eh bien ça, c'est la main de Daniel Colomb. Ouais. Donc c'est des cicatrices stellaires de Colomb sur Colomb. Lui, il est décédé il y a 2 ans. Mais là, il était encore vivant. Hein. Mais c'est quand même rigolo que je suis la seule personne qui possède une photo de pseudo-cicatrice stellaire de Colomb sur Colomb. Voilà. Donc les conclusions pour la chirurgie, c'est que dans certains cas, notamment quand vous savez que vous allez faire une catastrophe esthétique, vous pouvez choisir la dermoscopie digitale qui va vous permettre, en voyant l'évolution normale d'une lésion, non inquiétante, d'éviter une chirurgie qui aura des conséquences désastreuses sur le plan esthétique. Mais ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que cet exposé va se conclure là-dessus. L'anatomie pathologique, vous la considérez comme une science exacte, absolue. On dit c'est le gold standard. Eh bien, c'est faux. Autant que nous, les anatomopathologistes se trompent. Ils ont, c'est vrai, plus souvent raison que nous. Souvent 2 jours trop tard aussi. Mais c'est important de bien comprendre leurs limites à eux. En effet, notre objectif dans la vie, c'est de faire le diagnostic précoce. Et plus on fait des diagnostics précoces, plus on sauve des vies. Toutefois, l'écueil, c'est le surdiagnostic. Et le surdiagnostic, c'est un problème important aujourd'hui. Il y a 2 sortes de surdiagnostic. Il y a le vrai, c'est-à-dire on s'est trompé, on a dit que c'était un cancer, ça n'en était pas un. Pas très, c'est incontournable, ça peut se produire. Mais il y a ce qu'on appelle le surdiagnostic biologique. Et ça concerne singulièrement le cancer de la prostate. Aujourd'hui, on fait le diagnostic systématique, enfin on faisait parce que c'est plus recommandé, le diagnostic systématique du cancer de la prostate par le dosage des PSA passé l'âge de 50 ans. On faisait donc des diagnostics ultra précoces, des traitements chirurgicaux curatifs ultra précoces, mais on avait quand même 3 pour 1000 de mortalité opératoire et on avait environ 20% de conséquences fonctionnelles graves, d'impuissance ou d'incontinence urinaire. Donc finalement, c'était un problème, d'autant qu'il est possible, il est même probable, que ces hommes ne seraient jamais morts de leur cancer de la prostate pendant la durée de vie qu'il leur restait à vivre. Donc c'est peut-être un peu dommage de les avoir tués sur la table d'opération. En pratique, donc, ce surdiagnostic biologique est un élément important. Alors il ne s'applique pas trop à la dermatologie parce que finalement les conséquences d'un geste de dermatologie chirurgicale sont rares. Bon, on voit bien parfois des paralysies du nerf frontal ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas de chance. En général, quand on opère bien, ça ne se produit pas trop. Mais c'est un sujet important, il y a bien des surdiagnostics. Alors, il y a des surdiagnostics qui sont dus à un certain nombre de sujets. Là, c'est ce qu'on appelle un lion-gourou, c'est-à-dire c'est un kangourou, un animal sympathique qui essaye de se faire prendre pour un lion. Un névus qui essaye de se faire prendre pour un mélanome. Les cicatrices, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. C'est important, ça s'appelle le pseudomélanome d'Ackermann. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des topographies spéciales là aussi? Et notamment les oreilles, la peau acrale, les mamelons, l'ombilic et les régions génitales. Dans ces régions-là, les névus vont mimer le mélanome histologiquement. Et donc on peut avoir du surdiagnostic de mélanome singulièrement en zone génitale. Un des mimeurs de mélanome fréquent, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le maniaque ou melanocytic acral nevus with intraepidermal ascending cells. En fait, c'est un névus acral avec des cellules qui migrent à l'intérieur de l'épiderme. Donc un aspect histologique particulièrement inquiétant, avec des mélanocytes très haut situés, donc qui peut vous faire penser à un mélanome. Et pourtant, c'est une lésion bénigne. La plupart des anatomopathologistes connaissent cette entité, donc pas trop de soucis. Mais sur les oreilles, sur l'ombilic et dans la région génitale, les névus peuvent avoir un aspect histologiquement inquiétant. Vous voyez ce névus génital et voilà son histologie. Vous avez une tumeur qui désorganise la jonction dermo-épidermique, qui pénètre profondément à l'intérieur de l'épiderme, qui est asymétrique, avec des tecs qui ascensionnent au-delà des 2 premières couches de l'épiderme.
Donc vous avez quelque chose qui est histologiquement inquiétant. Si vous n'avez pas dit à l'anatomopathologiste que la lésion siège en zone génitale, vous avez un fort risque de surdiagnostic de mélanome et donc de traitement chirurgical élargi avec des conséquences qui peuvent être importantes. La partie dermique, elle, est moins inquiétante, mais la partie jonctionnelle peut avoir un aspect particulièrement surprenant. Mais vous avez également le sous-diagnostic. Alors le sous-diagnostic, en général, c'est de notre faute à nous, les dermatologues. Donc c'est ce qu'on appelle le crocodoc. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est un canard, mais en fait, c'est un crocodile qui va vous mordre. Sévèrement en plus, parce que les gens font des procès des fois. Alors là, c'est une histoire italienne que je dois à Elisa Lodec. Alors je ne parle pas bien italien, mais en gros, je vais vous dire. C'est une prolifération mélanocytaire qui est un peu inhabituelle, avec une désorganisation un peu curieuse et quelques atypies, mais je ne suis pas sûr, donc je vais demander à Cerroni, à Graz, ce qu'il en pense. La pièce va donc à Graz. Et Cerroni dit, oui, bon, je pense que c'est quand même probablement un mélanome acral parce que c'est très irrégulier et cette lésion très irrégulière chez un homme de 74 ans est tout de même inhabituelle. Pourtant, vous savez que c'est un mélanome. Regardez. Il n'y a aucun doute. Pourquoi le diagnostic a été aussi hésitant? Parce que la biopsie a été faite sur le signe de Hutchinson. Et ça répond également à la question de tout à l'heure, où et comment biopsier? Jamais sur la peau périinguale, toujours dans la matrice de l'ongle. On peut avoir des faux négatifs, d'accord? C'est dommage. Sur le mélanome de Dubreuil, pareil, on peut avoir un faux négatif si on biopsie dans les zones les moins atteintes, avec quelques mélanocytes atypiques, mais est-ce qu'on est sûr que c'est là? Pas certain. D'autant que la peau insolée donne souvent des mélanocytes atypiques. Alors que là, vous êtes sûr que vous avez affaire à un mélanome de Dubreuil. Donc les conclusions pour l'anatomopathologiste, d'abord il faut leur parler. Les anatomopathologistes ne voient pas grand monde, parce qu'ils ne voient que des tubes. Donc ils s'ennuient un peu, donc il faut être gentil avec eux, il faut leur parler. Et donc il faut leur faire des dessins, voilà, bien numéroter les flacons, enfin être gentil quoi. Hein. Et puis surtout, il faut leur téléphoner de temps en temps. Parce que si vous ne leur téléphonez pas, ils croient que vous ne les aimez pas. Donc vous leur téléphonez, ça leur fait plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec leur diagnostic, vous leur téléphonez. D'accord ? Voilà, c'est très important de se parler et de bien savoir de quoi on parle. Donc les conclusions pour cet exposé sont les suivantes. 1. La principale limitation de l'examen à l'œil nu, c'est l'exhaustivité de l'examen cutané. Et nous avons tous des efforts à faire dans ce domaine-là. Les généralistes, les enseignants et les dermatologistes. Deuxièmement, il y a beaucoup d'exceptions dans l'approche dermoscopique. Paume, plante, ongles, etc. Et donc ça rend l'apprentissage difficile. Vous en êtes à votre 4e cours annuel de dermoscopie et pourtant vous n'avez pas tout appris encore. Donc c'est dur. Hein? Ouais, c'est très dur, bah oui. Donc c'est vrai que peut-être qu'on a besoin de réformer notre méthode d'enseignement. Troisièmement, dans certains cas, la surveillance digitale est une bonne alternative à la chirurgie dans les endroits où on sait qu'on va faire une catastrophe esthétique. Enfin, pour les pathologistes, il y a des zones anatomiques qui sont à risque de surdiagnostic ou de sous-diagnostic de mélanome. Donc chaque fois qu'on réfère des pièces opératoires, on doit bien donner des informations, on doit bien écrire sur les bordereaux d'anapathe, pas dire juste grain de beauté de la fesse gauche, mais bien dire exactement pourquoi on l'enlève, faire un dessin, etc. Tous les acteurs, c'est-à-dire tous ces gens qui sont impliqués dans la prise en charge des lésions pigmentées, doivent connaître leurs propres limitations, et on en a tous, on ne fait pas 100% de diagnostic, mais on doit connaître aussi les limitations des autres, pour savoir dans quel cas vous pourriez rediscuter un diagnostic. Cette lésion génitale que vous considériez comme pas très inquiétante, on vous répond mélanome, est-ce que vous ne pouvez pas téléphoner à l'anapathe en disant « Attention, c'est une topographie spéciale, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer ce diagnostic ?» Donc je terminerai avec cette image importante. Vous connaissez déjà Paris, c'est chiant. Visitez Lyon. Merci pour cet excellent exposé. Et question, professeur Sprat? J'ai 2 questions à vous poser, Monsieur Thomas.
Vous êtes bien lyonnais? Non, je suis dauphinois, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est Lyon quand même, dans la région. Comment se fait-il que vous n'ayez pas l'accent lyonnais? Première question. Deuxième question. Étant donné votre esprit un petit peu, oui, lyonnais, effectivement, et coquin, avez-vous des parentés avec Saint Thomas? Alors, je vais répondre à la question parce qu'il ne faut pas éluder. Alors, j'ai pas l'accent lyonnais parce que je suis dauphinois d'origine, donc c'est pas vraiment. Et puis, vous savez, les accents se sont beaucoup perdus. Plus personne n'a d'accent aujourd'hui. Il y a l'accent du journal télévisé, on a tous le même, donc c'est vraiment très emmerdant. La deuxième chose, c'est que je suis certainement un descendant de Saint Thomas, pas parce que je suis saint, parce que je suis vraiment pas, mais parce que je ne crois que ce que je vois. Alors, question pour professeur Chiette. Je vous félicite pour cette présentation d'un apport scientifique indéniable, mais également très agréablement présenté. Alors, j'ai une petite question, c'est concernant les bandes mélanonichiques de l'enfant. Que faire? Est-ce qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il faut biopsier? Moi, j'ai malheureusement une expérience malheureuse pour 2 jeunes qui avaient des bandes mélanonichiques à l'âge de 12 ans. L'une d'elles a développé un mélanome à l'âge de 20 ans. Actuellement, elle est en métastase splénique, hépatique, osseuse. Elle est agonisante. L'autre a une histoire beaucoup plus heureuse. Donc, on a fait le diagnostic à l'âge de 30 ans de mélanome in situ. Donc, elle a eu l'ablation de l'appareil inguéal et greffé. Donc, quelle conduite devant une bande mélanonichique de l'enfant? C'est une question qui nécessiterait qu'on y passe un peu plus de temps, mais je vais essayer de répondre rapidement. Il y a 2 situations. Soit la lésion est acquise avant l'âge de 5 ans et même congénitale. Dans ce cas-là, la pigmentation est souvent extrêmement atypique cliniquement, elle est atypique dermoscopiquement, elle change avec le temps, elle est triangulaire et pourtant, je crois très sincèrement que dans l'immense majorité des cas, ce sont des névus congénitaux de l'appareil inguéal et pour lesquels la chirurgie n'est plus recommandable. Mais ça se base sur l'étude d'une série de 120 cas internationales qu'on appelle le registre international des névus congénitaux de l'appareil inguéal. Nous n'avons pas encore publié ce travail, c'est en cours de préparation. Mais je crois très sincèrement qu'on a de forts arguments pour ne pas recommander l'abord chirurgical de ces patients, sauf en cas de demande expresse de la famille, pour solutionner un problème, quand la bande est très peu importante, etc. Mais souvent, on a des atteintes qui sont complètes, avec des mélanonichies totales, et là, l'exérèse, ça veut dire enlever tout l'ongle, ce qui me paraît un peu excessif. Et puis, il y a la situation que vous décrivez, c'est-à-dire des mélanonichies qui apparaissent après la puberté, singulièrement après l'âge de 10 ans, et là, il faut être très, très, très prudent, car moi, j'ai déjà 3 malades avec mélanome inguéal autour de 12-13 ans, authentifiés sur le plan histologique et totalement certains, avec plusieurs avis anatomopathologistes concordants. Donc vous avez raison, c'est un sujet extrêmement difficile. Donc pour répondre de manière très correcte à votre question, je crois qu'il est trop tôt pour pouvoir vous donner une certitude. Il me semble toutefois que les lésions très précoces sont probablement bénignes et la surveillance est préférable, mais une lésion acquise après l'âge de 10 ans, attention, le risque de mélanome existe, même si dans la majorité des cas, ce seront des lésions bénignes, et vos 2 cas en témoignent parfaitement. Oui, mais écoutez, moi aussi je voulais vous féliciter vraiment très agréable, très sympathique, très didactique, et puis remercier Madame Bernissi pour le choix du thème. Donc vraiment, c'était ce qu'on voulait. Donc j'ai une question par rapport à la surveillance des gens qui ont plein de névus, et quand on n'a pas la surveillance, enfin quand on n'a pas la vidéo dermatoscopie. Donc comment suivre ces gens-là? C'est un peu difficile à l'œil nu de savoir 6 mois plus tard comment ça a évolué. Et puis juste, je ne peux pas ne pas réagir étant impliquée dans tout ce qui concerne la formation en dermatologie esthétique. Juste pour dire qu'on peut bien faire les choses, aussi bien en esthétique qu'autre chose, et que l'un n'exclut pas l'autre, tout simplement. Oui, je dis bien.
Non, non, justement, je dis bien qu'on peut bien faire les choses. Oui, voilà. Alors, je ne prendrai pas parti pour l'esthétique. Moi, je plaide clairement pour la séparation, pour la séparation des deux spécialités. Comme on a séparé l'urologie de la dermatologie au début du XXe siècle, je pense que la médecine esthétique est un nouveau domaine et qui doit avoir une très bonne formation, mais ce n'est pas de la politique, on n'est pas à une réunion syndicale, donc on ne va pas en parler ici. Non, votre question est importante. Je crois qu'il faut relativiser. Nous disposons d'outils extrêmement performants, mais qui sont peut-être galvaudés, c'est-à-dire qui sont peut-être utilisés à tort, trop souvent, chez des patients qui n'en auraient peut-être pas besoin. Rien ne vient prouver aujourd'hui, chez un sujet qui a effectivement un grand nombre de névus, mais qui n'a pas d'antécédent familial de mélanome, d'antécédent personnel de mélanome, ou de mutation de CDKN2A, de CDK4, de BAP1, etc. Rien ne vient prouver que cette surveillance, elle est obligatoire et que la surveillance digitale apporte un bénéfice en termes de survie. Elle apporte certainement un diagnostic en termes de bénéfices précoces, puisque on voit des lésions pour lesquelles on n'aurait pas fait le diagnostic cliniquement, on le fait parce que les lésions se sont modifiées. Mais est-ce que 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard, le diagnostic aurait fait une perte de chance au malade? C'est très peu probable. Donc je dirais que la dermoscopie digitale, elle a 2 indications de mon point de vue. La première, c'est une seule lésion pour laquelle vous avez un doute raisonnable, elle n'est pas palpable, elle est plane, et vous n'avez pas envie d'opérer parce que vous savez que vous allez créer une catastrophe. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'un dermoscope digital, vous avez juste besoin d'un appareil photo et d'un dermoscope, voire d'un iPhone et d'un dermoscope. Mettez votre iPhone dessus, vous faites une photo, vous recomparez après et tout se passe bien. La deuxième situation, ce sont les gens qui ont un vrai risque génétique de mélanome. Dans ce cas-là, je crois que les référer dans un centre qui possède un appareil de dermoscopie digitale peut être un intérêt, parce que là, on fait le diagnostic du 6e, du 7e, du 19e mélanome chez le même patient à un stade précoce. Pour les autres cas, il faut arrêter de culpabiliser. Quand on n'a pas d'équipement, on n'a pas d'équipement. On surveille avec le mieux qu'on fait. Par contre, on examine toute la peau. Je voudrais savoir quel est le délai optimum pour observer surveiller en dermoscopie digitale. Alors, en fait, les travaux ont été faits avec 2 délais différents. Ce qu'on appelle le délai à court terme, qui est de 2 à 3 mois, et le délai à long terme, qui est de 6 à 12 mois. En fait, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est de combiner les deux. Donc, vous voyez votre malade aujourd'hui, vous faites un enregistrement, et vous revoyez votre malade à 2 ou 3 mois. Là, tout changement compte, sauf un changement de nombre de kystes de milium et le bronzage. Si les gens sont un peu plus bronzés ou un peu moins bronzés, donc ça ne compte pas. Mais n'importe quel changement autre va compter. Et puis ensuite, vous revoyez votre malade 9 mois plus tard, donc après 12 mois, et ainsi de suite, une fois tous les 12 mois. Et là, vous utilisez les critères de long terme, c'est-à-dire principalement les changements de forme, ce qu'on appelle l'accroissement asymétrique. Ça grandit dans un sens ou dans un autre, l'apparition d'une nouvelle couleur, ou bien sûr l'apparition d'un critère de mélanome, mais dans ce cas-là, de toute façon, vous n'avez pas besoin de la surveillance. Excusez-moi, très rapide, vous aviez parlé de la mélanophagie ou de la régression, est-ce qu'elle a toujours une valeur pronostique ou pas? Dans la classification AJCC-UICC 2009 du mélanome, la régression fait plus partie des critères pronostiques. On a longtemps cru que c'était un élément de sous-estimation de l'index micrométrique. Aujourd'hui, on ne considère pas que ce soit un élément ni favorable, ni défavorable d'ailleurs. Par contre, c'est un élément diagnostique. Les névus n'ont pas de signes de régression aussi majeurs qu'on voit cliniquement. Donc on peut s'en servir pour le diagnostic, mais pas pour le pronostic. Il y avait une toute dernière question. J'ai vu la photo de l'italien. Enfin, est-ce que ça ressemble des fois à un hématome sous-inguinal? Parce que bon, juste hier, j'ai vu une patiente de 16 ans et demi. Son notion de traumatisme, son notion de douleur initiale, ça fait 1 année, avec une lésion pigmentaire au niveau du gros orteil.
Et là, je me suis dit, c'est sans doute un ancien hématome sous-lingual, et là, je dois revoir ça. Est-ce que des fois, c'est vraiment similaire, et comment faire la conduite à tenir dans ce cas? Merci. Alors, les ecchymoses sous-linguales, j'en ai pas parlé, c'est vrai que c'est un peu dommage. Souvent, on a des signes dermoscopiques assez caractéristiques, ce qu'on appelle les taches sanguines, qui ont une forme arrondie en proximalité et filamenteuse en distalité, ce qui permet assez souvent de les reconnaître. Le cas que vous soulignez est quand même un peu inquiétant parce que vous dites que c'est une personne jeune, qu'il n'y a pas de traumatisme connu et surtout ça fait 1 an que ça dure. Et 1 an, c'est beaucoup. Alors, bien entendu, il peut y avoir des traumatismes mineurs répétés qui peuvent expliquer des ecchymoses à répétition. Mais je vous invite vraiment à revoir la malade et éventuellement à faire des photos en dermoscopie. Et même si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer en télémédecine et je vous dirai ce que j'en pense. On n'entend rien. Je répéterai la question. Alors oui, normalement une ecchymose sous-linguale se résorbe 2 fois moins vite qu'une croix l'ongle, c'est-à-dire que l'ongle croît de 1 mm par mois, l'ecchymose sous-linguale n'avance que d'1/2 mm par mois, et elle finit par disparaître. Le problème, c'est quand la cause persiste. Par exemple, quelqu'un qui joue au tennis, il se fait des ecchymoses sous-linguales à répétition, et en fait l'ecchymose va rester pendant très très longtemps. Donc les ongles de tennisman sont très difficiles à interpréter. Les joggeurs, s'ils sont mal conseillés point de vue chaussures, mais s'ils ont des bonnes chaussures, normalement ça ne se produit pas trop. Alors que les tennisman, c'est vraiment plus compliqué. Là, je crois qu'il faut que je cède le micro. Oui, parce qu'il y a la glycémie qui commence un petit peu à chuter. On veut se préserver pour la faim, pour les cuisses notamment.